J'accueille maintenant Anne Niva. Bonsoir Anne Niva, vous êtes grand reporter, correspondante de Ouest France à Moscou. Vous collaborez à l'International Herald Tribune, au New York Times, au Washington Post. Vous avez eu le prix Albert Londres en 2000 pour Chienne de guerre chez Fayard. Et vous publiez aujourd'hui Lendemain de guerre chez Fayard. Alors, votre bouquin, c'est pas une analyse géopolitique, c'est pas un pamphlet anti-américain comme il y en a toutes les semaines dans cette émission, mais un long reportage sur le terrain en Afghanistan et en Irak. Voilà. Alors, pendant des mois, vous avez vécu avec les habitants de ces pays, comme eux, quoi. Hein. Ah oui, comme eux. Comme eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous l'avez dit, je n'ai pas envie d'écrire un énième ouvrage sur ce que l'on sait, nous, ici en Occident. Mon idée, c'est plutôt qu'on ne sait pas grand-chose, qu'il y a une espèce de confusion qui règne de plus en plus énorme. Si je demande aujourd'hui au public qu'est-ce qui se passe en Afghanistan, personne ne sait vraiment. Il y a eu des vagues élections la semaine dernière, mais c'est tout. En Irak, on sait qu'il y a des décapitations, des kidnappings. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ces gens nous voient, comment ils réagissent à cette guerre qu'on leur a menée, à cette invasion. Alors on l'appelle libération, mais pour eux c'est plutôt une invasion, une occupation. Et de me rendre compte... Moi, je suis une éponge. J'écoute ce qu'ils me disent. J'essaye de rentrer dans leur vie. Bon, j'y arrive parce que de toute façon, je ne suis pas à l'hôtel en Irak, ni en Afghanistan, ni en Irak. Vous vivez avec eux, vous ne prenez pas l'avion, vous prenez le bus, enfin... Je ne prends pas l'avion parce que je veux me rendre compte de la difficulté de déplacement. Donc, je me transporte en taxi communautaire. Donc, en Afghanistan, je mets une burqa parce que la burqa, pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, femme occidentale de passage, c'est le meilleur des déguisements. Je peux voir sans être vue, je peux prendre des notes sous ma burqa. C'est génial. Bon, évidemment, pour une femme afghane, c'est tout à fait différent. Je mets une abaya noire, qui est un voile noir en Irak. Mais c'est une question d'abord de discrétion. Je ne cache jamais que je suis journaliste à mes interlocuteurs, mais je ne l'affiche pas. Non. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert grâce à votre méthode d'immersion dans la population? Qu'est-ce que vous avez découvert en Afghanistan? Les gens ne sont pas contents, les gens ne sont pas heureux, les gens considèrent que cette libération est une invasion. Les gens ne comprennent pas, les Afghans aujourd'hui sont confus, ils n'arrivent pas à comprendre ce que font les Américains chez eux, combien de temps ils vont rester et comment ils vont instaurer cette pseudo-démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent là-bas que les Américains ne sont pas venus pour combattre les talibans ou Al-Qaïda, mais qu'ils sont venus pour l'or et l'uranium. Ah, mais tout le monde sait que les Américains ne combattent pas les talibans et Al-Qaïda, c'est très clair, puisque les talibans sont toujours là. J'en ai rencontré très facilement. D'abord, par hasard, dans un taxi communautaire, j'allais vers Khost, vers les zones tribales, où on dit toujours que Oussama Ben Laden peut se cacher. Et tout d'un coup, la voiture s'arrête, on était dans des montagnes, et arrivent des mecs avec des kalachnikovs, des masques, et je me suis dit, ça y est, c'est eux. Et bon, qu'est-ce que je fais? Rien, je me tais, et le chauffeur ouvre la vitre, simplement aucune parole n'est échangée. Le taleb nous donne un tract, le chauffeur prend le tract et puis on s'en va, c'est tout, ils avaient déjà disparu. Sauf qu'on était quand même très près d'une caserne américaine. En fait, ce que vous dites, c'est que les talebs, les talibans se sont rasés la barbe, etc., mais qui sont toujours là-bas. Vous dites par exemple que ces gens-là savent très bien où se cache le Mollah Omar, par exemple. Bien sûr, ils savent tout. Les talibans, les locaux le disent, ils ont enlevé leur turban et puis ils ont mis la cravate, c'est tout. Ils sont là. De toute façon, les Américains fonctionnent de la même façon. Ils commettent les mêmes erreurs en Afghanistan et en Irak. Ils les répètent. Alors, la première erreur, c'est la corruption. C'est-à-dire, ils essayent d'acheter, ils essayent de ne pas combattre, bien sûr, parce que quand on combat, on perd des hommes. Mais c'est ça, la guerre. Hein. Mais c'est justement ce qu'ils ne veulent pas que nous voyions. Est-ce que vous voyez les cercueils des soldats américains revenir aux États-Unis? Est-ce que vous voyez les enterrements? Personne ne voit rien. Interdiction de filmer. C'est la même chose d'ailleurs pour les Russes en Tchétchénie. Donc on ne voit rien, c'est une guerre propre. Sauf que c'est pas vrai. La guerre c'est pas propre, la guerre c'est sale, la guerre c'est dégueulasse et les gens sur le terrain le savent. Alors, il y a une chose que j'ai remarquée dans votre bouquin en tous les cas, c'est qu'en Afghanistan, les jeunes ils veulent partir en Australie. Je trouve ça extraordinaire. Oui, pas tous. Pas tous, mais enfin oui, absolument. Oui, il y en a que ça fait rêver, absolument. Ouais. Mais vous savez, ce qui est amusant, c'est que
tous ces gens que j'ai rencontrés en Afghanistan comme en Irak, les jeunes, ne connaissent rien à l'Amérique d'aujourd'hui. Alors, ils connaissent les soldats, le mépris qu'ont aujourd'hui les soldats américains pour eux, avec le M16 au bras, etc., le doigt sur la gâchette constamment. Mais en même temps, ils ont tous envie d'avoir des chaussures Nike, d'être habillés en Adidas, etc. Et de regarder les clips américains à la télévision. Tous, et en Tchétchénie, c'est la même chose. Donc, c'est assez rassurant, Marquet. Je ne sais pas si c'est rassurant. Bah, oui, il vaut mieux qu'ils aient envie de regarder des clips à la télé et d'acheter des Nike que faire la guerre pour le djihad. Hein. Je crois qu'ils ont aussi envie de faire la guerre pour le djihad. Ah, il faudra qu'ils choisissent. C'est pas la même culture. J'ai rencontré pas mal de rebelles ou il y a des talibs habillés en Nike. Hein. Ouais, ah oui. Alors il y a tout un tas de personnages dans votre bouquin. C'est vrai que c'est une approche très différente des grandes analyses comme ça. Il y en a un qui s'appelle Bilal. Alors lui, il rêve de se marier par amour. C'est un Irakien et il est un peu inquiet de travailler pour l'US Army parce que bon, il se dit quand même qu'il va se faire flinguer. Et lui aussi, il veut partir pour l'Occident. Ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que finalement, tous ces gens-là, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe. Surtout les jeunes, ouais. Oui, effectivement. Mais on les comprend, parce que quand même, on vit quand même mal aujourd'hui en Afghanistan, en Irak. Il ne faut quand même pas exagérer. En même temps, ils ne nous comprennent pas. Et ils nous envient. Alors, la seule image qu'ils ont de nous, c'est évidemment à travers la télévision. Quand je suis arrivée au Kurdistan, donc en Irak, la première nuit, j'ai fait une entorse à mes règles habituelles, c'est-à-dire que j'étais obligée d'aller à l'hôtel, puisque le mec qui devait m'attendre à la frontière n'était pas là. Bref, donc j'ai été à l'hôtel, et dans l'hôtel, j'allume la télévision, et pendant à peu près 5 minutes, je n'arrive pas à trouver sur la télécommande une autre chaîne qu'une chaîne pornographique. Toutes les chaînes pornographiques, dans toutes les langues européennes, etc. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, en Irak, tout le monde se précipite sur la chaîne par satellite, en Afghanistan, c'est la même chose, et ils ont donc cette image très biaisée de l'Occident. Comme nous, on a une image biaisée d'eux, effectivement. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que, en fait, les gens... moi, j'y vais sans a priori dans ces pays. J'essaye je le fais d'ailleurs assez naturellement. Je ne me force pas. Personne ne me force à aller dans ces pays-là. Ça m'intéresse. Je suis comme un caméléon. Je m'adapte. Je suis irakienne en Irak, afghane en Afghanistan. Mais eux me posent finalement autant de questions sur moi que je leur en pose. Souvent, les femmes, par exemple, me demandent comment il est possible que mon mari m'autorise à me déplacer sans lui dans Alors, ces pays. Je vous pose la question moi aussi. Alors, d'abord, je suis obligée de leur expliquer qu'en Occident, une femme ne demande pas forcément l'autorisation à son mari pour tout, surtout pour faire son travail. Vous êtes sage quand vous vous promenez comme ça? Ah, voilà, je l'attendais. Mais attendez, moi, oui, quand je suis très sage, je suis très préoccupée. Non, attendez, je suis très obsédée par la réalité des choses, qui est très complexe dans ces pays-là. Donc, je prends des notes du matin jusqu'au soir. Je suis très fatiguée quand je me couche, très tôt, parce qu'il n'y a pas d'électricité, etc. Et puis, je dors avec les femmes, parce que c'est les femmes ensemble, les hommes ensemble, en Irak comme en Afghanistan. C'est ce que vous dites à votre mari, ça? À votre mari, et à vous, et à tout le monde. Ouais. Non, mais des fois, vous pouvez tomber quand même sur un très beau taliban. Un très beau taleb. D'ailleurs, j'en ai dans mon livre. Vous avez peut-être lu le chapitre sur Besmela et son turban. Mais Besmela, il m'a beaucoup moins plu quand il a enlevé son turban et que j'ai vu qu'il était un peu... Il faut garder le turban. Alors, il y a un personnage, en revanche, qui est très inquiétant dans votre bouquin. C'est un personnage qui s'appelle Ali, qui a 26 ans et qui coupait des langues et des mains pour le compte de Oudaï, le fils de Saddam Hussein. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il coupait les langues dans la rue, du temps de Saddam Hussein, et qu'il coupait les langues au vu et su de tout le monde, et qu'après, il y avait une ambulance qui venait pour emmener Ah oui, quand même. Ouais. Une véritable équipe, hein. Donc lui, il était là, il fallait quand même un mec pour tenir le personnage, etc. Et ensuite l'ambulance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de saignement, etc. À qui on coupait les langues là-bas? On coupait les langues à ceux dont on voulait pas qu'ils parlent. Et il y en avait beaucoup. Et lui me raconte ça finalement. C'est un mec jeune, un mec de 24, 25, 26 ans qui maintenant essaye de refaire sa vie. Alors bon, il était un peu difficile de le trouver, de lui parler, parce qu'il n'a pas envie que les Américains sachent qui il est aujourd'hui. Mais j'ai même pas pu parler chez lui, parce que sa famille ne sait pas ce qu'il fait. Alors, lui, il faisait partie des mecs qui sont habillés en Nike et en Adidas, par exemple, et qui s'est parfumé pour venir me parler dans un restaurant un peu anonyme, et qui avait du mal. J'ai pas senti de remords dans ce qu'il me disait. Mais il me disait, j'étais obligé, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Tout le monde, on était les rois du monde sous les deux fils Saddam, finalement.
Dites-moi, sérieusement, les gens, je sais pas, quand on regarde votre bouquin comme ça, on a l'impression qu'ils regrettent un peu les régimes dictatoriaux. C'est terrible à dire. Je crois pas que si on leur pose la question aujourd'hui, aucun, ni en Afghanistan ni en Irak, ne dirait on veut retourner sous les talibans et on veut retourner sous Saddam. Mais simplement, c'est assez humain quand on est dans un état de chaos comme aujourd'hui, comme c'est le cas en Afghanistan, en Irak, quand on est perdu, quand on a vécu ce traumatisme de la libération. Parce que c'est un traumatisme. Nous, c'est facile, on nous dit ils ont été libérés, ils devraient être contents. Mais non, ils ne sont pas contents. Parce que c'est le bordel. En Afghanistan comme en Irak, rien ne fonctionne. Et donc, la tendance, c'est de dire, eh bien, finalement, on avait davantage de sécurité sous Saddam et on en avait davantage sous les talibans. Ça, je l'ai entendu dire à de très nombreuses reprises. Mais il faut attendre, tout ça viendra. Et nous, ici, en Occident, on est trop impatients à vouloir imposer notre démocratie. Vous allez repartir, là? Ouais, je ne peux pas rester ici, moi. Ouais. Ah non, qu'est-ce que je fais ici? C'est trop simple, c'est trop safe. Ah oui. Et oui. Et puis tout est trop compréhensible. Moi, j'aime les endroits qui sont justement très compliqués à comprendre, très complexes. Ces sociétés sont des sociétés en transition. Nous, on n'est pas en transition. Il y a la gauche, il y a la droite. Vous connaissez tout d'avance. Là-bas, c'est le bordel. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas quoi faire d'autre, c'est tout. Ben allez-y, alors, merci. Merci. Anne Niva, merci beaucoup. Lendemain de guerre, Anne Niva, mesdames, messieurs.